Salut à tous et bienvenue dans un nouveau voyage dans l'esprit des sportifs. Dans cet épisode, nous découvrirons les émotions traversées, les histoires et les enjeux d'un athlète sur la route de son propre succès. Je suis Théo, entraîneur de ski alpin et coach mental, et je vous amène voir ce qu'il se cache au-delà des médailles. C'est parti. Bienvenue Camille dans mon podcast. Vraiment content de pouvoir t'accueillir. Ça fait un petit moment, je crois qu'on a échangé, non ? En tout cas, moi, ça fait un petit moment que je veux t'avoir dans mon podcast. Parce qu'en début de saison de cet hiver, tu avais fait un post comme quoi tu n'étais pas forcément 100% satisfait de ta saison, etc. Et moi, ça m'avait interpellé parce que tu faisais quand même, tu rentrais dans les points, je crois, pour la première fois en géant et tout ça. Ouais. Tu n'étais pas 100% satisfaite. Et donc, je me suis dit, ça, c'est un sujet que j'aimerais bien pouvoir aborder en podcast. Donc, ça fait un petit moment que je veux t'avoir. Ouais. Donc, merci de m'accueillir chez toi. Merci à vous. Et ma première question, j'aime toujours commencer le podcast en demandant à la personne de se présenter, mais pas en tant que skieuse, en tant qu'autre personne, parce que tu n'es pas que skieuse. Du coup, si tu pouvais te présenter d'une autre manière que juste skieuse, ce serait comment ? Je m'appelle Camille Cerruti, j'ai 27 ans, je suis originaire de Marseille. Mes parents habitent dans un petit village dans le Var qui s'appelle Nance-les-Pins. Je suis la troisième d'une fratrie de 4 frères et sœurs, et maintenant j'habite à Albertville du fait de mon activité professionnelle, mais voilà, je suis le pur produit du Sud, comme on dit, et fière de l'être, et voilà, à part ça, me définir, je suis skieuse de haut niveau. Ça reste quand même dans... Ça arrive vite sur le ski, mais... Ouais, c'est clair. Justement, on va parler de ton parcours, comment tu as fait pour passer de Marseille à là où tu en es. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient ce parcours-là. Non, marseillaise, je suis la seule, en tout cas en équipe de France, de pure marseillaise. C'est une fierté pour toi ? Ouais, oui, bien sûr. Quand on vient d'une belle ville comme ça, et je pense que j'aime bien avoir un peu... chacun a sa petite personnalité différente. Rentrer dans le moule, c'est pas non plus un objectif perso, et donc du coup, voilà, c'est mon histoire, elle est comme ça. Mais après, je m'en vante pas toute la journée en disant bien moi, sûr. Je viens de là. Mais en tout cas... c'est cool aussi d'avoir l'opportunité. T'en as marre du ski, tu descends, t'as la mer et t'as la famille. Donc, c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça doit faire du bien de pouvoir faire des breaks à Marseille, justement. Ça te change la vie. Mais c'est compliqué, c'est que des fois, tu descends et tu te dis mais pourquoi j'habite pas ici à l'année ? Et après, tu passes 2 semaines là-bas et tu dis quand est-ce que je remonte en Savoie ? Donc, c'est parfait. T'as un peu le break là-bas, et t'as aussi les moments ici où en Savoie, où tu t'entraînes, et dès que ça va pas, tu redescends, c'est top. Ouais, trop bien. Et justement, on va commencer par Marseille et jusqu'à là où tu en es. Et à quoi tu as été confronté en venant de Marseille ? Toi, tu es arrivé dans le monde du ski, etc. À quoi tu as été confronté comme difficulté dans ces moments-là ? Déjà, pour commencer, moi, j'étais dans une famille où mes parents n'étaient pas du tout skieurs, pas du tout miniteurs. Quand tu parles à des athlètes en équipe de France, tu as toujours le père qui était en équipe, la mère qui a fait du haut niveau ou quoi. Moi, j'ai mon frère qui a fait du ski grâce à David Chastan, qui l'a vu sur les pistes skier avec mon père en touriste, et qui lui a dit votre fils skie pas trop mal, mettez-le au club. Donc, c'est parti de là, et mon frère a 12 ans de plus que moi, donc du coup, je l'ai toujours vu faire du ski en club, et j'ai dit, je vais faire pareil. Les 4 enfants sont passés par le club, mais on a été 2 à essayer de faire de la compétition vraiment. Et tu passes par un peu des moments un peu compliqués, parce que, en tout cas, dans notre comité, je sais pas si maintenant c'est encore comme ça, mais les citadins, c'était mal vu. Et moi, du coup, j'avais un peu les deux côtés, parce que je faisais le circuit citadin et alpin. Ouais. Et donc, ça plaisait pas aux citadins que je fasse de l'alpin, ça plaisait pas aux alpins que je fasse du citadin, ça plaisait pas au coach parce que je m'entraînais pas assez, parce que j'étais du coup au collège et à l'école en bas. Évidemment. Mais moi, j'aimais tellement ça, d'avoir mon truc en bas, d'avoir ma personnalité hors ski, de pas être qu'une skieuse parmi un groupe énorme, et plutôt de dire, voilà, je suis la seule de mon école à faire du ski. Donc, c'est beaucoup de travail, parce que... et beaucoup de routes pour mes parents pour m'emmener au ski, parce que c'est 3 heures de route pour aller à Risoul, donc c'était ma station. Et voilà, c'est un peu, ça a été un peu des moments un peu compliqués, mais plus pour l'entourage que pour moi, parce que moi, j'ai que des bons souvenirs de ces moments-là, quoi. Justement, qu'est-ce que tu aimais dans ce moment-là ? Parce que j'imagine qu'il y a des contraintes. Toi, quand tu fais de la route, tu peux pas faire autre chose. Tu as une vie à Marseille, mais tu as aussi une vie à Risoul, etc. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment aimer le ski et continuer là-dedans ? Franchement, moi, j'ai jamais eu... Je pense, j'ai pas de souvenir de moments où je me suis dit « Oh là là, chiant, je loupe un truc ». Je le sens plus maintenant, où je suis plus grande, et que t'as les moments importants de ta vie qui attaquent à arriver. Moi, mes frères et sœurs ont eu des enfants, j'ai loupé les naissances ou quoi.
Quand j'étais petite, vraiment, moi, on me disait, bon, bah, tu pars 1 mois en vacances ou tu vas faire 1 semaine de stage aux Deux Alpes. J'allais aux Deux La Alpes, quoi. question se posait pas, quoi. J'adorais le ski et j'adore encore ça. Dès que je pars en stage, je suis trop contente. Ouais, j'étais vraiment une passionnée et mes parents, pour ma première compétition, j'étais toute petite. J'avais des facilités en ski, clairement. J'étais rapide, je gagnais tout et je disais à mes parents, je veux faire ça, je veux être championne de ski. Mes parents me disaient, mais Camille, c'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Je disais, si. Je regardais les Coupes du Monde, mais ils savaient pas d'où ça me venait non plus parce que je regardais des Coupes du Monde, je regardais Zolden, je regardais des cours. Je disais, moi, un jour, je ferai ça. Ils me disaient, non, tu veux pas, en tant que parent, bloquer l'enfant, mais en même temps, pour eux, c'était tellement impossible. Mais par contre, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit, tu veux le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, tu te donnes les moyens. Nous, on va t'aider. Mais c'est pas je fais ça, mais je fais pas bloc. Et fallait que je sois rigoureuse. Et pour eux, c'était hyper important les études. Donc, du coup, oui, tu fais du ski, mais par contre, l'école, c'est important. Parce que pour eux, à 18 ans, j'allais arrêter. Je voulais faire médecin. Donc, je partirais en médecine. Et voilà, mes parents avaient déjà la route tracée. Et moi, au fur et à mesure, je prenais un peu la tangente pour partir sur vraiment la compétition. Et voilà, maintenant, ils me disent, c'est impressionnant, quoi. Et j'ai des anecdotes de fou. J'ai ma prof de CP non, c'était CE1, qui a gardé le papier de quand j'étais petite pour dire qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier. Moi, j'avais mis, je veux faire les Jeux Olympiques et être médecin. Incroyable. Et donc, bon, j'ai fait 1 sur 2. Mais c'est déjà beaucoup. Déjà pas mal. C'était peut-être le plus compliqué des deux, j'en sais rien. Mais oui, depuis toute petite, je pense depuis que j'ai 5 ans, je dis que je veux être championne de ski. Donc, incroyable. Ça me met ça met carrément les frissons là ce que tu racontes parce que récemment aussi je regardais un peu les papiers chez moi et il y avait ce truc là où il y avait 4 cases que j'avais fait à l'école primaire et il y avait les personnes qui t'inspirent, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Et moi c'était Teddy Riner et je voulais être champion évidemment et aussi dans le ski et donc ça me touche beaucoup ce que tu dis en fait il y avait déjà ça quand j'avais 5 ans et j'ai pu l'accomplir. Je trouve ça juste trop beau. C'est incroyable. Je pense que en tout cas t'as le truc quand t'es petite, tu t'imagines plein de trucs. Moi, j'étais fan de Disney. Tu t'imagines le prince charmant. Tu idéalises le concept du champion et tout ça. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est l'opportunité de le devenir et de créer aussi ton champion à toi. Moi, je me considère pas encore comme une championne, hein, mais en tout cas, je me dis, tu touches du doigt tout ce que tu rêvais de faire. Maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire de ça et qu'est-ce que tu veux... Et je trouve ça trop bien, quoi. Je suis hyper contente et je suis reconnaissante de la chance que j'ai eue et des personnes qui m'ont aidée à arriver ici. Donc c'est trop cool. À partir de quel moment tu pourras dire de toi que tu es championne ? Je me pose la question. Hein. Mais c'est un gros travail sur moi-même, mais je suis toujours un peu insatisfaite de tout. Donc ouais, je sais pas, peut-être le jour où j'aurai gagné une Coupe du Monde, j'en sais rien. Et encore, je sais même pas. Pour moi, une championne, c'est des valeurs aussi. C'est pas que... pour moi, un champion, un mec qui fait 10e en Coupe du Monde, ça peut être un champion dans ce qu'il a produit, sur son chemin et tout ça. Et je pense que quand je serai arrivée au bout de ce que je peux faire, peut-être je me dirais, ça y est, je suis une championne. Mais c'est un peu compliqué. Et les gens, des fois, quand tu dis... ça peut passer un peu pour de l'arrogance, en mode... elle se prend pour qui ? Ça va, on les voit, ces résultats. Pas du tout. C'est vraiment que pour moi, le jour où je le serai, je le dirai, oui, je suis championne de ski, mais pour l'instant, je suis athlète de haut niveau et je me sens pas encore championne. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes dans mon podcast notamment qui ont déjà partagé ça de je suis au haut niveau mais je suis pas au très haut niveau alors qu'ils sont en équipe de France. Là je suis pas champion ou championne alors que ça pourrait l'être. Et c'est vrai que cette identité là à prendre de je suis un champion ou pas, on sait pas trop où est le curseur. Je pense un peu c'est ce qui nous permet aussi un peu tout le temps de nous remotiver et tout ça, mais quand t'es petit tu t'idéalises, tu dis je veux rentrer en phys. T'arrives en phys, tu dis je veux rentrer au comité. Quand t'es au comité, tu dis en fait je veux rentrer en équipe de France. T'arrives en équipe de France, tu dis ça y est. En fait pas du tout, t'es en groupe C. La Coupe du Monde elle est loin. Après t'arrives en Coupe du Monde, tu pars 60. T'arrives en bas 60 et tu te dis j'ai 5 secondes à gagner, comment je les gagne? Et en fait c'est quand tu t'approches et quand t'as des moments dans ta vie où la première fois que t'allumes du verre, la première fois que tu gagnes un secteur, la première fois où tu dis ça y est j'y suis, je le touche du doigt. Mais j'ai pas encore vraiment chopé le truc. J'ai pas encore saisi le truc. Ouais, carrément. Et justement, si on revient un peu en arrière, à quel moment tu t'es dit
bon, bah, c'est possible que j'atteigne vraiment ce truc? Je pense qu'en U16, je suis passée un peu par plein de phases dans ma carrière, on va dire, dans ma progression quand j'étais petite. J'ai fait la 6e et la 5e dans un collège dans le sud. Et mon père me montait au ski le mercredi après-midi. Donc on faisait la route le mercredi après-midi pour aller m'entraîner. Le Sachant soir, qu'il y a je 3 heures rentrais de 3 route. heures. Je rentrais à la maison. Je faisais mes devoirs dans la voiture. Le jeudi matin, j'étais en cours. Je loupais des semaines d'entraînement, des semaines de cours. J'étais tout le temps sur la route. Et à la fin de ça, mon père, il m'a dit, ça suffit. En fait, tu peux pas, je peux plus. Voilà. Donc, si tu veux aller à un plus haut niveau, il faut que tu t'entraînes plus. Mais c'est OK si t'arrêtes. Nous, on est complètement derrière toi. Mais là, c'est plus possible. J'arrivais en Benjamin. Donc, je suis partie au CNED. Je me suis installée toute seule dans ma station. J'avais la chance d'avoir un club qui m'avait... On n'était pas beaucoup au club. Donc, du coup, j'avais un coach qui était tout le temps avec moi, qui m'entraînait tout le temps. Ouais. Et j'ai appris à travailler toute seule. Et en fait, les résultats, ils n'ont pas suivi. Je sais pas, dans ma tête, je me disais, j'ai tout fait, du coup, ça va le faire, j'en sais rien. Mais c'est arrivé un moment où j'essayais de rentrer à Albertville parce que du coup, c'était à 3e. J'avais passé mon brevet, je devais aller au lycée, je voulais aller à Albertville. J'ai même pas été prise aux sélections. J'ai pas vécu ça on va dire comme une fin. Mes parents, je me souviens, ils ont annoncé les sélections. Ils m'ont dit, bon, allez, c'est bon, t'arrêtes. Ouais. Maintenant, ça suffit. Ils m'ont obligée à retourner au lycée. Du coup, j'ai fait ma seconde dans un lycée général dans le sud. Et sauf que moi, j'ai dit non, en fait, là, je l'ai senti au fond de moi, je peux le faire. Là, j'ai pas fait tout ce qu'il faut. J'ai perdu peut-être un peu ce qui me manque dans le ski, c'est-à-dire la passion. J'ai pas besoin de trop m'entraîner, j'ai peut-être besoin de mieux le faire. J'ai pas besoin de rentrer dans un moule. Je voulais faire un peu comme tout le monde. Non, en fait, il faut que je trouve ma façon de faire à moi. Et cette année-là, en fait, j'ai gagné les écuries d'or et je tombais tout le temps. Mais quand j'étais en bas, je gagnais, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, on peut le faire. Et dès que je suis arrivée en FIS, en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est le circuit qui me va. Okay. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de courir. Et ouais, c'est sûr que je pense que vraiment, quand j'ai gagné les écureuils d'or à Oron, où c'est la première fois que je voyais mes parents pleurer aussi parce qu'ils ont vu tout ce que j'avais fait pour arriver là. Je me suis dit, non, en fait, là... je vais faire une carrière et je vais la faire bien, quoi. Okay. Ouais. Donc voilà. Ouais, trop bien. Et c'est fou aussi d'avoir eu cette maturité de bon, bah, OK, je retourne au lycée dans le sud, mais par contre, j'ai toujours ce projet-là, et cetera. Comment est-ce que tu as réussi à mener les 2? Est-ce que tu as vraiment tout fait, ton lycée, enfin ta seconde là-bas ou au milieu, tu as dû cutter ou... Franchement, j'ai vraiment eu de la chance, c'est que je suis tombée sur des professeurs et un lycée qui a été incroyable. C'est-à-dire que je suis allée voir la proviseure, je lui ai dit, voilà, moi j'ai 1 an pour rentrer en Pôle France. Si à la fin de cette année-là, je ne suis pas prise, dans tous les cas, j'arrête. Je pars. J'avais déjà attaqué à prendre un peu les options pour médecine et tout ça. Donc, je m'étais mis un petit backup. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment bonne à l'école. Donc, je lui ai dit, je vous tiens 17 de moyenne. Je reviens 1 semaine par mois pour vous faire des examens. Okay. Tous les examens que vous... Comme ça, je ne peux pas tricher ou quoi. Mais bon, je sortais du CNED, donc elle savait que j'avais travaillé toute seule. Aussi ce truc-là. Et en fait, j'ai eu la chance, c'est qu'elle a demandé aux profs qui voulaient me faire les cours. Donc en fait, c'était que des profs qui étaient à fond dans mon projet. Okay. J'avais des profs qui m'envoyaient des messages après mes cours, ils suivaient tout. Et je me souviens que quand je lui ai annoncé que j'étais prise en Pôle France, la proviseure, elle m'a pris dans les bras, elle était trop contente, quoi. Les profs étaient trop contents. Enfin, donc c'était un projet global et collectif et c'était vraiment bien. Et je regrette un peu d'avoir perdu ça parce qu'après, tu rentres du coup à Albertville et t'es avec tout le monde et tout le monde est dans le même moule. Et en fait, c'était incroyable d'avoir un peu mon truc parce que quand je rentrais dans le sud, il n'y avait plus de ski en fait. J'avais mes amis, j'avais ma vie. J'y allais pas souvent, mais quand j'y allais, ça me faisait tellement du bien, quoi. Ouais, j'imagine. Donc, du coup, c'était incroyable. Mais je vais pas dire j'ai fait tout toute seule et j'ai besoin de personne. Je pense que je serais pas tombée sur eux, ces profs-là. Et si mes parents ils m'avaient pas aidé, mon club, j'aurais jamais réussi. Mais je me souviens qu'ils m'avaient demandé du coup Albé de rentrer en fin d'hiver. Donc du coup de pas faire la rentrée, d'attaquer déjà en fin d'hiver. J'aurais dit non, mais attendez, je finis l'hiver là-bas. Enfin, je finis l'année là-bas. Je clôture le truc et c'était vraiment moi j'ai super bon souvenir de cette année-là, quoi.
incroyable qu'un lycée te permette de faire ça. Parce que peut-être que les choses ont changé, mais j'ai l'impression qu'actuellement, c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes Ouais. d'avoir accès à ce genre de prof ou de Bah, je pense que proviseur. tu tombes sur des belles personnes Ouais. qui sont à bloc derrière toi, en fait. Je pense qu'en fait, les gens, on se rend pas compte, mais au fond de moi, je sais, les gens aiment le sport. J'avais pas des profs qui aimaient le ski, hein, Ouais. loin de là. Mais c'était des profs qui aimaient le projet. Et je pense que quand tu as cet âge-là, tu as des ados qui sont en crise d'ado ou quoi, et t'en vois une arriver et qui te dit non, en fait, moi, Ouais, qui a son truc et voilà, qui, moi qui je sait veux où faire elle va ça, aller. je suis à bloc, et aidez-moi. Et j'avais ce respect-là de leur dire, enfin, si je fais les choses mal, dites-le moi, mais en même temps, je veux y arriver. Ouais. Et enfin, je pense que comme je le dis maintenant, c'est comme ça que j'en parlais avant, en disant, mais je peux le faire, quoi. Ouais. Je vous jure, je suis née pour ça, je le sens au fond de moi. Donc, voilà, c'est 1 an, quoi. Donc, c'était un peu. Et dans cette année, du coup, c'est Minime 2, c'est U16 2. Ouais, Donc, tu gagnes les écureuils d'or. ouais, je gagne la finale, le géant de la finale. Ok. Et ouais, à quoi est-ce que tu es confronté? Parce que peut-être que tu as ressenti beaucoup de pression due à ce que tu vivais. Peut-être que tu as ressenti des choses beaucoup plus agréables, peut-être que de la pression. Comment c'était pour toi? Je pense que j'avais un peu de la frustration parce que je skiais hyper vite à l'entraînement. Et ça a été le début vraiment où je me suis rendu compte que j'avais un problème avec les courses. Je skiais pas mon niveau en course. Le jour où il a fallu le faire, je l'ai fait, et tant mieux. Mais bah, je tombais, je faisais un peu des merdes à chaque fois. Et ouais, bah, ça a été un peu le début des problèmes que j'ai eu par la suite, de dire, en fait, j'aime le ski, j'aime gagner, parce que si on est là, c'est qu'on aime gagner, mais en fait, j'aime pas les courses, quoi. J'aime pas ça, parce que il y a ce côté de, même si je suis la meilleure en ski, bah, peut-être que ce jour-là, je vais pas gagner, ça va pas être bien, je vais être déçue. Et j'avais un peu le truc aussi, je voulais pas faire de la peine à mes coachs, je voulais pas. Pas les décevoir, quoi. Ouais, quand t'es jeune comme ça, tu mets tellement d'importance à tout ton entourage, t'as l'impression un peu de skier pour eux. Et c'était un peu compliqué parce que ben, t'arrives en bas, tu loupes ta course, le premier truc que tu fais, c'est tu t'excuses, quoi. Ouais. Et ils disent non, non, c'est toi qui t'es loupé, c'est pas. Enfin, nous, Ouais. on s'en fout, quoi. Mais c'est sûr que cette année-là, ça a été un peu. Bah, c'était des super belles expériences. J'avais fait la Pocale, Ouais. je devais faire la Topolino aussi. Au Mm. final, je me suis fait mal juste avant, donc j'y suis pas allée. Mais à la Pocale, j'avais gagné la première manche. Et à la deuxième manche, j'ai perdu le bâton à la troisième porte. Impeccable. Donc je fais 4 derrière Mélanie Meillard et bah, Aline Dagnotte. Ouais. C'était déjà les mêmes que maintenant, donc c'était rigolo, c'était déjà les mêmes filles. Mais c'est sûr que ça a été un peu le début un peu mes problèmes perso, où je me disais, bon, il faut que je travaille sur moi, et c'est important, quoi. Tu parlais de ce que tu ressentais et comment tu avais vécu aussi cette année U16. Ouais. Même s'il y a eu un gros résultat qui te permet de rentrer au pôle, il y a quand même eu des difficultés. Comment est-ce que tu as fait face à ça? J'ai pas spécialement fait face, je me voilais la face pas mal en me disant, bon, ça va passer. Et c'est mon ski, j'ai un ski qui est un peu. J'ai beaucoup de déchets, mais je vais vite, et voilà. Après, c'est récemment que je me suis un peu remis dedans en me disant, non, en fait, Ok. là, t'es en train de passer à côté de ta carrière. Tu loupes trop de courses à cause de ça. Parce que ça t'a suivi jusque. Ouais, ça m'a suivi jusque-là. Je suis allée faire les JO jeunes, les Foch, j'arrive. Franchement, j'étais favorite, hein. Ouais, je tombe 3 courses sur 4. Mon meilleur résultat, c'est en slalom, improbable. Ouais, ça a été un peu le truc. Je voulais pas faire de prep mentale, parce que pour moi, c'était un truc pour ceux qui avaient des problèmes mentaux. Voilà, c'est vraiment le truc de me dire non, non, mais Classique. j'ai jamais eu besoin de personne, donc je le ferai pas. Et en fait, bah, il a fallu que j'arrive un peu face au mur en me disant non, en fait, là, soit je me voile la face sur mon ski. En fait, je suis pas si rapide que ça. Ouais. Et c'est mon niveau, et voilà, c'est comme ça. Soit en fait, vraiment, il faut que je travaille sur moi, parce que les courses, ça fait partie intégrante du ski, quoi. Ou alors j'arrête la compétition, je continue de m'entraîner pour le plaisir, et voilà, et je fais le challenge des moniteurs à la fin de l'année. C'est une possibilité aussi, mais non, ouais, je me suis dit, en fait, mon objectif, je veux skier comme je skie à l'entraînement en course, quoi. Donc, comment je le fais? Ben, je suis passée par plein de trucs, mais ça fait
bien 4 ans que je travaille à bloc sur ça. Et bizarrement, depuis 4 ans, ça va mieux. Quoi. Donc, ouais, je suis passée un peu par toutes les phases de... Bon, la prep mentale, c'est pas un truc pour les gens qui ont des problèmes mentaux, c'est un truc pour les sportifs de haut niveau. Tu es sportif de haut niveau, donc tu t'y mets. Mais il faut trouver ton bon truc et la bonne personne surtout. Mais donc j'ai essayé, mais maintenant j'ai trouvé mon équilibre et ça va mieux, quoi. Je te dis pas que je suis guérie, que je vais en course et je dis allez, c'est parti. Mais en tout cas, non, j'arrive à m'exprimer plus. J'aimerais le faire plus que ça. Mais en tout cas, on va vers le mieux, donc c'est très bien. Et d'ailleurs, je suis aussi prep mental et j'aime bien pouvoir donner la force, entre guillemets, aux autres. Est-ce que t'es OK pour partager le nom de ton prep mental? Ouais. Bah, elle s'appelle Kyria, elle est en Suisse. Elle suit pas mal de skieurs. Et ouais, moi, je l'ai... Bah, de base, c'est la Fédé qui m'a envoyé. Enfin, c'est du coup le médecin de la Fédé qui m'a dit, écoute, moi, je la connais, je pense que ça peut coller avec toi. Et ouais, ça fait 4 ans, je crois. Ça va faire 4 ans que je travaille avec elle. Et bah, c'est trop cool parce que c'est la première fois, entre guillemets, où je travaille avec quelqu'un et c'est pas, je vais pas en séance en soufflant en me disant, allez, il faut que j'y aille. Pour moi, si t'as pas envie d'y aller en séance, n'y va pas. Mais et c'est quelqu'un qui a compris comment j'étais et qui me force pas à être une autre personne. Parce que des fois, moi, j'étais tombée un peu sur des gens où j'ai pu discuter avec des preps qui me disaient oui, non, en fait, il faut complètement changer ta façon de faire. Et lui, il fait comme ça, donc ça va marcher. Non, en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis complètement différente de toutes les filles de la Fédé. Donc, me demande pas de faire comme toutes les filles de la Fédé. Je trouve, moi, mon équilibre. Bien sûr que j'ai des choses à changer, parce que je suis pas parfaite. Mais... et que ça aille dans ton sens. Il y a des choses chez moi qui sont importantes et qu'il ne faut pas m'enlever. Tu as des valeurs qui sont importantes et si tout est aligné, ça marche. Donc, il faut juste trouver ce qui est important pour toi et voilà. Depuis le début du podcast, tu parles beaucoup de moule, que tu n'es pas forcément dans ce moule-là, que tu n'es pas comme les autres filles de la Fédé, etc. C'est quoi, selon toi, les différences que tu aimes bien? Tu sais, des fois, on est différents sur certains points et on aime bien ces points un peu de différence. C'est quoi ces points que tu aimes bien chez toi et qui sont différents? En fait, je pense c'est pas dans un côté négatif que je dis ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est juste qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de bonne manière de faire. Et chacune a des... Pour moi, c'est vraiment une question de valeur. Tu as des trucs qui sont importants pour toi qui ne le sont pas du tout pour les autres. Moi, je sais que j'ai été éduquée dans des valeurs où on aide son prochain. On n'est pas là pour écraser les autres. Et des fois, en fait, nous, c'est ce qui nous est demandé, c'est de penser qu'à soi, se focus sur soi. Moi, je suis pas comme ça du tout, en fait. Donc, maintenant, les coachs l'ont compris. Faut pas me demander de... Enfin, moi, si une fille à côté de moi, elle pleure, c'est une copine à moi, elle est pas bien, quelqu'un s'est blessé à côté de moi, je peux pas dire voilà, une de moins. Je ne suis pas capable de faire ça. Et donc voilà, moi, c'est quelque chose qui est positif pour moi parce que je me sens bien avec ça. Je me sens bien d'aider les gens, je me sens bien de... Je sais que je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, qui a besoin de beaucoup rire pendant mes séances. Mais c'est sûr que c'est compliqué parce que en compétition, moi, au départ, je me tape des barres, quoi. Je suis pas quelqu'un de hyper rigoureuse à me dire, je vais faire 40 pompes, après je vais faire 20 squats et après je vais faire ça. Moi, je suis au départ, je vais taper dans le dos de mon techno, je vais rigoler s'il y a un truc qui me fait rire, je vais lui montrer sur mon téléphone. Enfin, je suis pas la rigoureuse sur pattes. Et sauf qu'en fait, j'ai essayé de le faire, ça n'allait pas du tout. Et depuis que je me focus sur ce qui est important pour moi et sur moi, mais ce que j'ai besoin, ça marche bien. Donc, c'est sûr que voilà, toutes les athlètes sont différentes et je ne dénigre en aucun cas ce que les autres ont besoin. Mais en tout cas, moi, j'ai pas besoin de certaines choses. J'ai besoin de ma famille énormément. Moi, j'ai mes parents, ils sont là à chaque course. Ils me suivent sur toutes les Coupes du Monde. Donc voilà, je fais pas comme tout le monde le soir aller manger. Moi, je prends 1 heure tous les soirs pour boire un apéro avec mes parents, pour discuter d'autres choses que du ski, mais juste prendre le temps de me poser. Je suis un peu comme ça. Mais donc, c'est pour ça que je dis moule, mais parce que t'as pas les mêmes relations avec ta famille que les autres, t'as pas de même...
il n'y a pas la même besoins, histoire, c'est ça. les mêmes valeurs. Donc du coup, ouais, c'est un peu... Des fois, ça fait un peu bizarre, parce que quand tu vois arriver dans un groupe... moi, quand je suis arrivée en Coupe du Monde, ils m'ont pris un peu pour une folle. T'es la petite, elle rigole tout le temps, elle est bonne humeur, elle adore l'esprit de groupe. Moi, je sais que j'essaye de créer vraiment un esprit d'équipe énorme. Donc, ça fait bizarre pour les coachs. Non, pense à toi. Moi, pour moi, l'objectif, c'est que le groupe performe, pas que moi. Et des fois, ça fait bizarre. Maintenant, ils ont compris et c'est cool parce que je pense on crée une équipe qui est là-dedans. Mais moi, au départ, je regarde les autres concurrentes, mais je regarde surtout les Françaises en me disant trop bien, ils ont bien fait, allez, c'est parti à moi. Mais ça me booste de fou, quoi. Je me dis pas, non, fais chier, elle a performé. Je suis pas comme ça. Okay. Si je tombe là-dedans, j'arrête ça te directement. Convient pas, quoi. Ah ouais, mais non, je peux pas. Je me fais mal, c'est sûr. Et je trouve ça très inspirant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense, essayent de rentrer dans le moule, justement, alors que ça leur convienne pas. Ouais. Et de voir qu'en fait... justement, à ce niveau-là, on essaye de plus se correspondre à soi-même, de correspondre à nos valeurs, à notre histoire, etc. Ouais. Et je trouve ça très inspirant de savoir sortir de ça et de s'écouter. Dire, ok, si c'est important pour moi de rigoler au départ, il n'y a rien qui m'en empêche. Ouais. Et c'est pas parce que je rigole que je ne vais pas performer. Oui, bien sûr. Au contraire, quoi. Je pense que le problème, c'est que moi, je suis passée aussi par la phase où j'ai essayé de rentrer dans le moule. Et c'était la période où je suis rentrée au lycée, où j'étais avec des filles qui étaient hyper fortes en sport. Et moi, je n'avais jamais fait d'autres sports. J'ai acheté un vélo pour rentrer à Albertville. Quand je suis arrivée en vélo et qu'ils m'ont dit, il va falloir faire 60 bornes de vélo. Ah bon? Okay. Comment? Premier jour de muscu, allez, on va partir sur 20 squats. 20 quoi? Excusez-moi, je ne comprends pas. Et en fait, je voulais soulever comme les autres. Je voulais faire rouler aussi vite que les autres. J'y arrivais pas. Mais sauf qu'en fait, je bossais plus, j'essayais de faire plus de sport pour compenser. Pour compenser. Moi, je me suis tué le dos, voilà, top. Mais surtout, ça me dévalorisait sur mes skis. Je me disais, elle soulève 20 kilos plus que moi en épaulé. Je suis pas sûre. En fait, après, je gagnais. Je me disais, putain, c'est bizarre. Et en fait, tu tombais sur des gens qui disaient, mais non, mais en fait, l'objectif, c'est d'être fort en ski, c'est pas d'être fort en physique. Mais tu tombais quand même la plupart du temps sur des gens qui disaient... Un jour, ça va te tomber dessus. Ouais, tu vas avoir un moment où tu vas avoir le gap, tu n'arriveras pas à passer au-dessus. Et au fur et à mesure, les filles qui soulevaient lourd, elles sortaient des groupes. Je me disais, bon, ok. Donc, en fait, bien sûr que non, il faut que je progresse. Il ne faut pas que je reste comme je suis. Mais en attendant... j'ai pas besoin de soulever 140 kilos pour être descendeuse. Ma progression, elle est comme ça. Et a posteriori, je sais que si demain mes enfants ils vont faire du ski, si je vois que j'ai un gamin qui c'est pas le meilleur en physique, je dirais non. En fait, l'objectif, c'est d'être le plus rapide en bas en ski, quoi. Donc, bien sûr qu'il faut que toi, ta qualité physique, on l'améliore. Mais on n'a pas besoin que tu gagnes, que tu es la meilleure... le meilleur P-Max en squat de la Fédé pour performer. Et ça, c'est sûr que... maintenant, je l'ai compris, mais bon, j'ai 27 ans. Oui, à l'époque, tu ne pas comme ça. Mais à 16 ans, tu te mets sous la barre comme les autres, tu dis, bon, d'accord, tu relèves, et après, hernie discale, c'est parti, et voilà. C'est compliqué. C'est vrai que toi, ta carrière, il y a eu aussi pas mal de coups d'arrêt à cause des blessures, etc. On en reparlera juste après. Mais j'ai envie qu'on reste sur cette période-là de... t'as 16 ans, tu rentres au pôle, et tu achètes un vélo pour être là, etc. Comment est-ce qu'on te parle? Est-ce que donc tu parles de comment tu te sens, mais comment est-ce que tu as l'impression qu'on te voit dans ces moments-là? Est-ce que tu as l'impression de pas du tout faire partie du groupe et qu'il manque un truc pour être intégré? Comment ça se passe? J'étais pas trop intégrée parce que malheureusement ou heureusement, j'ai été prise en équipe de France et les autres non. J'étais la seule du coup dans mon année d'âge parce qu'on était 2 en 98 et l'autre avait déjà sauté une classe. Donc on n'était pas dans la même classe. Et là, j'ai commencé à m'entraîner à part avec l'équipe de France, à faire des trucs. Et c'était un peu compliqué parce que tu sens pas... Et t'es avec des gens qui étaient tout le temps, on va dire, à l'école ensemble depuis petit. Moi, j'arrivais du Sud. J'avais aucune fille qui était avec moi à l'école. Donc, t'arrives un peu là-bas et tu te dis... compliqué, quoi. C'est pas... Moi, ça n'a pas été les meilleures années de ma vie, l'école, à ce moment-là, parce que... Et ça se reflétait aussi dans, du coup, ma façon d'être envers les autres, parce que du coup, tu te sens pas bien, donc t'es pas bien avec les autres. Mais j'avais pas ce côté un peu équipe,
côté un peu on se pousse toutes, on se valorise et ça me dérangeait. C'était un peu le climat qui était instauré, c'est qu'on avait chaque année, on virait beaucoup d'athlètes. Moi, je crois que je suis rentrée, on était peut-être 10 filles en 98. Moi, j'ai passé le bac toute seule, quoi. Tu te dis, bah, ok, enfin, c'était Hunger Games, au fur et à mesure, ça sortait. Donc moi, j'étais du bon côté, mais il n'y a pas que du négatif. Hein. J'ai rencontré mon copain, du coup, à l'école. Mais c'est sûr que on se dit toujours... à ce moment-là, moi, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul chemin et qu'il fallait absolument passer par cette école et faire tout comme les autres. Et je me dis que peut-être je ne serais pas passée par cette école-là, j'aurais pu performer aussi, j'en sais rien. Parce qu'après, tu rencontres des athlètes qui ne sont pas passés par Albe et ça allait très bien. Et c'est pas contre l'école parce que je trouve qu'elle est top. Mais en tout cas, pour moi, mon arrivée là-bas, je pense qu'ils ont changé ça. Mais nous, on arrivait, c'était droit, salle de muscu, vélo. Et j'avais pas eu trop ce cadre. Ouais, mais même pas ce cadre, mais cette progression, on va dire, de dire, ok, tu pars de très très loin, on va t'aider. C'était un peu, bon, tu pars de très très loin, bouge-toi et rattrape le niveau. Mais par contre, j'étais hyper valorisée et j'ai eu de la chance sur ça, c'est que malgré mon niveau physique, vu que sur les skis, ça allait super bien, j'étais hyper accompagnée, les professeurs, les prépes physiques, dans le sens où je pouvais aller au ski. À la fin de l'année, ils disaient, bon, t'as pas rendu les devoirs, bon, ok, t'as bien skié, c'est cool. Enfin, ils valorisaient ça quand même et ils nous disaient nos rangs mondiaux, ils disaient, bon, voilà, toi, t'es 2e mondial, c'est bien. Donc on était quand même valorisés et c'était cool et on avait des infrastructures énormes. Donc c'était trop bien, quoi. C'était trop bien dans un sens. Donc c'était un peu... C'était balancé, quoi. Balancé. Moi, j'ai des très bons souvenirs parce que j'ai eu accès à des trucs de fou. Mais en même temps, je pense qu'à refaire l'expérience, je pense que je me mettrais dans un autre moule dans un autre mood et j'essaierais peut-être de prendre les choses différemment. Je le referai pas. Hein, dans tous les cas, je n'irai plus à l'école. mais en tout cas, ça a pas été les meilleures années de ma vie où tu te dis... moi, je voyais le jour où on a passé le bac et il y en avait qui pleuraient parce qu'ils étaient tristes. Moi, j'étais... ça y est, je vais prendre un appart, je vais me retrouver toute seule, trop bien. Et je sortais aussi de ça, aussi. J'étais au CNED, donc j'étais pas à l'école, quoi. Donc j'aimais travailler seule, j'aimais faire mes trucs toute seule. C'est un peu compliqué. Voilà. Et du coup, dans toute cette période, tu fais des FIS, peut-être tes premières Coupes d'Europe à ce moment-là? La première année, non. J'ai fait que des FIS. Après, à la fin de l'année, j'étais prise en équipe de France, du coup. Et là, j'ai attaqué les Coupes d'Europe et j'ai attaqué aussi, j'ai ouvert la Coupe du Monde de Val d'Isère en vitesse. Trop bien. Donc voilà, c'est là où je suis tombée amoureuse avec la vitesse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À quel moment est-ce que tu décides de faire plus de vitesse que de... J'ai eu la chance de tomber sur des coachs au comité déjà qui nous ont pas fait comme certains font. Non, la vitesse secondaire, tu fais du géant et du slalom. Moi, j'étais très bonne géantiste, vraiment. Slalom, pas du tout. Et j'ai eu des coachs qui m'ont direct mis en super G, en descente, qui m'ont dit, bon, voilà, si t'as peur, c'est pas un problème. Je pense que t'auras pas peur. Mais dans tes qualités, ça peut te convenir et tout ça. Et en fait, le coach que j'avais au comité est monté avec moi au groupe C. Et du coup, ils m'ont mis à l'ouverture aval. Et vraiment, c'est aval où j'ai dit, mais... J'étais au départ, je me souviens de l'ouverture. Bon, déjà, j'ai vu Lindsey Vonn. Déjà. Journée réussie. J'ai pleuré. J'étais trop contente. Parce que pour moi, c'est mon idole. J'ai fait du ski grâce à Lindsey Vonn. J'étais fan de Lindsey Vonn. Et maintenant, tu fais des courses contre Je fais des courses avec Lindsey Vonn. Non, mais incroyable. Magnifique. Non, magnifique. Donc, je suis arrivée là-bas et au départ de la descente, j'étais tétanisée. Je me disais, mais pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce que je fous là? J'ai fait la descente, je suis arrivée en bas, mais j'ai dit, je remonte quand vous voulez, quoi. Incroyable, c'était exceptionnel. Et la descente de Val, pour moi, c'est pour ça que j'ai un peu ce truc avec là-bas où je me suis dit, c'est là-bas que j'ai appris à aimer la vitesse. Et à partir de là, ils ont commencé à m'envoyer en Coupe d'Europe et directement, j'avais pas des résultats de fou furieux, hein, mais j'étais pas loin du top 30, j'étais jeune et tout ça. Et voilà, c'était parti. C'était parti, vitesse, géant, et voilà, j'y suis encore. C'est beau. Ouais. Et tu parles un peu de peur, que tes coachs disaient peut-être que tu auras peur, mais pas sûr. Ouais. Toi, tu disais qu'au début à Val d'Isère, tu étais tétanisée. Comment est-ce que
tu gères cette peur? Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui disent que c'est normal d'avoir peur Ah oui, et bah, que complet. s'ils n'ont pas peur, c'est qu'ils sont pas au bon endroit, tu vois? Ouais. Toi, comment est-ce que tu gères cette peur? Est-ce que tu as très peur? Il est où le curseur de la peur pour toi au départ? Ça dépend des moments. Je suis passée par des phases où j'avais ultra peur. Maintenant, ça tend à j'aurais toujours peur, hein. Franchement, au départ d'une DH, pour moi, si t'as pas peur, c'est que tu complètement fou, ou alors tu te voiles la face. Mais en même temps, j'ai des copines qui me disent: «Mais moi, j'ai jamais eu peur de ma vie». Donc moi, dans mon cerveau, en tout cas, il est pas fait pour ça. À chaque départ de DH, je mets les bâtons, je sens que ça répond un peu, mais non, c'est trouver le juste milieu. Je pense que je suis passée par des années où j'avais peur, mais j'avais vraiment peur de me faire mal, pour plein de raisons. Et maintenant, en fait, je me suis rendu compte que, déjà, si je dois me faire mal, je vais me faire mal. Faut arrêter d'essayer de parer toutes les éventualités. On fait un sport qui est dangereux, on se fait tous mal à un moment. Moi, je suis passée par là, peut-être que j'espère que du coup j'ai eu mon quota, peut-être pas, mais en tout cas, maintenant j'ai l'impression que plus je m'engage, moins j'ai peur. Parce que j'ai l'impression d'être décisionnaire de ce que je fais. Ouais. Avant, je me disais, ah bah tiens, ce secteur il est un peu compliqué, je vais le faire un peu tranquille. Mais sauf qu'en fait, tranquille, tu recules les épaules, tu te mets un peu à cul et c'est là que tu te fais massacrer. Maintenant, quand il y a un secteur qui me fait peur, je me dis non, en fait, là, je vais appuyer 2 fois plus fort. Ok. Et ça marche. Ça marche pas tout le temps, hein, mais en tout cas, je me fais moins peur. Je fais moins peur au coach aussi, donc c'est parfait. Et voilà, et je me rassure un peu dans ma tête en me disant, voilà. Et je pense que j'ai un peu le truc aussi, c'est qu'à chaque fois que je tombe, je me relève et je dis, bon allez, j'en refais une. J'aime pas trop me dire, ah, je suis tombée, j'ai peur, maintenant je fais plus. Il y en a plein qui faisaient ça, dire, ah, j'adore la vitesse, c'est trop bien. Elles se mettent une boîte, on les voit plus jamais de leur vie. Moi, je pense qu'il faut, enfin, si t'aimes ça, et il faut arriver à se rentrer dedans, et c'est comme ça qu'on nous a éduqués un peu avec les coachs. Je veux dire, non, tu peux te relever, tu te relèves. Et puis faire face à ce truc, quoi. Cette ouais, peur, quoi. ouais, après, t'as des moments dans ta vie où c'est un peu plus compliqué. Enfin, moi, du coup, c'était un peu le truc. J'ai eu, du coup, ma blessure au jeu. Mais avant ça, moi, je vivais un peu avec la peur. Un moment, c'était que mon copain, du coup, était en Coupe d'Europe aussi en vitesse. Et t'as peur pour deux, quoi. Parce que dans ta journée, toi, t'as une Coupe du Monde, mais lui, il a une Coupe d'Europe. Et moi, je suis passée par des saisons. Lui, il a eu des énormes blessures. Il a eu sa deuxième, surtout, qui a été hyper grave. Et là, cette année-là, moi, je m'en cache pas. J'ai eu peur, mais de A à Z, mais de me faire mal. Puis je me disais, j'ai pas le droit de me faire mal. Si je me fais mal, lui, il est déjà à la maison en fauteuil. Je peux pas le rejoindre. Donc, en fait, tu skis plus. Tu survis et tu finis la saison. Le premier truc que je m'étais dit, c'était, ah putain, ça y est, je me suis pas blessée. Et en fait, après, je me suis dit, mais il y a un problème là. C'est pas, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Donc maintenant, lui, il a arrêté. Donc ça m'a fait aussi un électrochoc en me disant, putain, ça y est, j'ai plus peur pour lui, j'ai peur que pour moi. Et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour leur faire moins peur? Donc du coup, c'est un peu un équilibre, mais en tout cas, maintenant, la peur est moins présente, ou en tout cas différente. C'est pas une peur qui tétanise, c'est une peur qui galvanise. Du coup, tu as envie d'y retourner, quoi. J'ai l'impression que le truc qui t'aide, c'est de prendre le contrôle de cette peur. S'il y a quelque chose qui te fait peur, c'est comment je peux contrôler ce truc qui me fait peur pour justement diminuer c'est un peu ça. Truc. Mais des fois, c'est un peu bizarre. C'est que je vais être au départ, je vais être complètement... Je vais être blanche, ça va pas. Et en fait, je mets les bâtons et là, d'un coup, je me dis, allez, à bloc, là. Et en fait, c'est vraiment, je me dis, à bloc, c'est le dernier truc que je me dis avant de partir. En disant, tu ne recules pas devant l'obstacle. C'est vraiment, tu y vas. J'ai toujours eu très peur des sauts, par exemple, parce que je me suis fait mal sur un saut et que j'ai jamais très bien sauté. Maintenant, quand je vois un saut, mon objectif, c'est de le bouffer. C'est pas de juste le sauter et de me dire, je verrai comment. Voilà. J'espère mon genou, il tient la récep. Non, je veux le sauter bien et fort. Donc, des fois, c'est un peu trop et je mets trop d'envie et du coup, c'est comme ça que je fais un peu des merdes. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de traverser les choses et de combattre, d'être dans le combat, quoi. Pas dans le refus ou pas dans le refus, c'est ça. Et puisqu'on est dans les émotions un peu de peur, etc., il y a aussi beaucoup de stress et de pression. C'est les 3 émotions, j'ai l'impression, qu'on entend le plus parler. Toi, est-ce que c'est des choses que tu ressens? Est-ce que c'est des choses que tu arrives à gérer ou que parfois ça te submerge? C'est comment?
On a passé par tout, hein. Je pense ça dépend des moments, ça dépend de tout. Par exemple, au JO, là où tu fais un super résultat en plus, Ouais. comment tu te sentais au départ? Moi, vraiment, au JO, c'est fou, mais au départ, je me suis dit: «Allez, c'est ma journée. Allez, j'y vais, ça va le faire». J'avais vu qu'il y avait eu pas mal de chutes, de fautes chez certaines. J'avais vu un peu les manches des filles qui avaient bien fait et je me suis dit: «Allez, en fait», je l'ai senti un peu au fond de moi et surtout j'avais un peu ce truc de, j'ai vécu, il y a 4 ans les JO, Pékin où je me fais le genou sur la descente et un peu frustrée parce que tu te dis: «Bah, ouais, je suis olympienne, mais j'ai fait 6 portes, j'ai même pas réussi à passer l'arrivée, je me suis éclaté le genou». J'avais besoin d'avoir ce combat et de me dire: «Non, mais sois fière de toi, quoi. Là, ça fait 4 ans que tu bosses, ça fait 4 ans que tu penses qu'à ça. C'est ton moment». Et j'étais déçue par la DH, parce que, bah, j'avais fait je tombe à la DH, du coup, je fais une DH du combiné qui est moyenne. Je me suis dit: «En fait, là, le super G, c'est ton moment, en fait. Là, tu as pas le droit, pour toi et pour toutes les personnes qui sont derrière toi, tu as pas le droit de te défiler, donc vas-y». Et j'avais même pas l'impression d'être au JO, en fait. OK. Je me suis dit: «Tu as une piste, c'est toi et fais ton combat». Et en fait, c'était hyper compliqué, c'est que je suis arrivée en bas, j'étais hyper déçue. OK. Ultra déçue parce qu'en fait, j'ai passé l'arrivée, j'ai vu 8, j'ai dit: «Ah non». Et après, j'ai vu que Roman était 2. Là, j'étais trop contente. Je me suis dit: «Oh bah, voilà, ça y est, enfin une médaille». Et donc, bah, j'étais contente pour elle. Mais quand je suis allée voir ma famille, j'ai fait... Fais chier. Et là, mes parents, ils m'ont tuée. Je me dis: «Mais attends, mais quoi?» Et ils me disent: «Ah, non, non, mais là, non. En fait, t'as pas le droit de faire ça». Ils disent: «Avec tout ce que t'as vécu, depuis petite, tu rêves de faire ça. Ça y est, t'as vécu ton rêve, là». J'ai dit: «Non, parce que j'étais pas loin de la médaille. Et je fais une faute au dernier inter, sinon j'aurais été 3, peut-être... Enfin, Ouais, 4, peut-être 3, mais j'aurais fait 4». Tu jouais le podium. Et je le savais au fond de moi que j'aurais pu l'avoir, cette médaille. Et ils m'ont dit: «Non, non, en fait, là, c'est non. Ouais. Tu n'as pas le droit. C'est bon, tu t'es plaint 2 minutes. Maintenant, tu fais la fête. Tu as un géant dans 3 jours. Et surtout, dans 4 ans, c'est ton moment». Ouais. Et je sais que bah, directement, j'ai switché. Et après, je me suis dit: en fait, regarde derrière toi. Devant toi, il y a une fille, moins de 30 ans. Dans 4 ans, tu vas te battre pour cette médaille. Ouais. Donc voilà, bien sûr que j'aurais aimé la faire cette année. J'y croyais pas, hein, que j'en ferais une. Je me sentais pas du tout légitime à avoir une médaille, mais après, quand t'es face au truc, tu te dis: Oui, il y a peut-être, toujours en un fait. petit, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait un truc et j'ai pas du tout vécu la pression, dans le sens où je me disais: personne m'attend. Ouais. C'est un peu ça. Je sais pas comment je gérerai la pression le jour où on m'attendra. OK. Mais pour l'instant, j'ai pas trop ce truc de oh là là, je joue un truc. J'ai jamais joué un globe, j'ai jamais joué un classement général. J'ai les finales, cette année, j'étais large pour y aller. Donc en fait, je Ouais. profite et c'est que du bonus, en fait. Chaque course, c'est une possibilité. Je te dis pas que je vais être hyper chill le jour où j'aurai vraiment un truc à jouer, mais pour l'instant... En tout cas, pour le moment, c'est Ouais, la c'est pression, pas pour un l'instant, sujet. ça va. Et du coup, bah, je me contente en me disant que ça va et on verra le jour J. Ouais, Mais j'espère un jour pouvoir le jouer, surtout le globe et des trucs comme ça. Mais en tout cas, je suis pas je suis pas une fille qui a énormément de pression. Je pense que j'ai déjà assez de stress par rapport à moi-même. C'est pas trop l'événement qui me tue, c'est plutôt moi de me dire: allez, rentre-toi dedans, ski à ton niveau. Voilà, c'est plus moi mon problème. Mon pire ennemi, c'est moi. Une attente que tu te mets à toi-même, Ouais, c'est ça. qui vient créer ce stress ou une forme de pression ou quoi que ce soit, Ouais. plus que l'événement ou la course. Ouais, complet. Complet. Et d'ailleurs, je voulais juste revenir sur ce que tu viens de partager là sur les JO. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu d'émotion pour toi quand t'en parlais. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a mis les frissons de partout. Est-ce que c'est le moment où tu as ressenti le plus d'émotion comme ça, ou il y a une autre course ou un autre moment où il y a eu beaucoup d'émotions aussi? Ouais, pour moi, c'est quand j'ai fait 5 avals. Enfin, j'ai eu 2 moments dans cet hiver où ça m'a fait ça. C'est qu'à Saint-Moritz, où vraiment, Saint-Moritz, je jouais le podium, mais je déclenche la baguette au départ. Donc au premier inter, je suis 50e. Sauf qu'après, je gagne l'inter d'après. Et en bas, j'arrive 17e. Et en fait, tout l'écart que je prends en bas, c'est ce que je prends au premier inter. Ok. Donc, je fais une faute à 2 portes de l'arrivée, donc j'aurais pas gagné. Je pense que j'aurais fait top 5. Mais j'étais largement dans le top 5. Et
je suis arrivée en bas et en fait, j'ai vraiment vécu, je pense, le moment le pire de ma vie parce que je me suis dit, mais tout le monde était content pour moi parce que ça fait des années que je me battais pour faire un résultat. 17e en Coupe du Monde, c'était bien, c'était la première de l'année. Je venais de marquer mes premiers points en géant. J'étais très contente. Oui. Enfin, tout le monde était content pour moi, mais moi, j'étais déçue. Et je me disais, je suis passée à côté de ma chance. C'était la course de ma vie, je referai jamais ça. Et en fait, une semaine après, il y a Val d'Isère. Et Val d'Isère, j'arrive en bas et je suis 5e, quoi. Et là, j'ai vécu un moment de fou parce que j'ai Lindsey Vonn qui vient me voir et qui me dit « Putain, j'ai cru que tu me sortais du podium. » Ah ouais? Plus beau jour de ma vie. Je dis « Oh mon Dieu, c'est vrai. » Mais en fait, après, je vois les inters. Je me rends compte que j'étais 1 avant le dernier inter. J'avais allumé du verre tout le long. Je me dis « Putain, mais en fait, non, c'est pas un coup de chance. Ouais. Ça y est, je suis capable. Je peux le faire. » Et j'ai vu mes parents. Et surtout, je pense que ça a été le plus beau jour de ma vie, Val d'Isère, parce que j'ai vu aussi le bonheur de mes coéquipières et de mon staff pour mon résultat. Okay. Et en fait, ça faisait des années. Moi, j'ai toujours été du genre à dire faut valoriser quand les autres performent parce que le jour où moi je performerai, j'espère qu'elles seront comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée en bas, j'ai vu des filles pleurer. Même si elles avaient loupé leur course, j'ai vu des copines, elles passaient arriver, elles m'ont sauté dans les bras. J'ai vu ma mère pleurer, j'ai vu mon père pleurer, j'avais mon copain au téléphone enfin, tout le monde était heureux et je me suis dit putain, ça y est. En fait, déjà de 1, j'ai fait le résultat que je voulais, mais de 2, j'ai vécu les émotions que je rêvais de vivre. Et ça m'a rassurée aussi dans le fait de dire je suis une bonne personne, les gens sont contents pour moi. Et c'était cool. Et c'est là que tu dis, là, pour moi, un champion, c'est ça aussi, c'est que le jour où il performe, les gens, ils disent pas, ah, c'est du vol, regarde-le, lui, la chance ou quoi. Non. Le premier truc qu'on dit, c'est, putain, c'est mérité. Tu vois, t'as des filles, Laura Pirovano, Goja, qui viennent te voir, qui disent, putain, on savait que tu allais le faire, on attendait que ça pète, quoi. Et du coup, tu dis, trop bien, quoi. Donc voilà, après, j'étais quand même, du coup, un peu déçue parce que je me suis dit, je pouvais faire un podium, mais en même temps, je me dis qu'il viendra. Mais c'était la première fois où je me suis dit, en fait, ça y est, je l'ai fait. Parce que j'avais vécu, il y a 4 ans de ça, Val, où j'avais fait 11e. Et je me blesse direct après. J'ai jamais refait le résultat qui pète. Où je partais 40, j'ai fait 11, c'est un truc de fou. Là, je pars 27, je fais 5. Je me suis dit, ça y est, en fait, je suis capable. C'était pas un coup de chance. Je suis capable de le faire et je peux le faire. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je suis passée de... Pour moi, j'étais skieuse de haut niveau. Et ce jour-là, je me suis dit, en fait, je peux faire du très haut niveau. Okay. Du coup, c'est trop cool. Merci de partager tout ça. Et du coup, on va venir aussi sur les blessures parce que tu en as eu quelques-unes, je crois. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu les blessures? J'imagine que toutes les blessures, tu ne les as pas vécues de la même manière. Ouais. Mais déjà, pour commencer, c'est quelle blessure qui a été la plus simple pour toi à gérer? En fait, il y a des moments, des fois, tu oublies que tu t'es pété des trucs. Par exemple, là, je te dis les côtes. Là, je me suis pété 3 côtes. Mais il y a 2 ans, ça, je me suis pété les côtes. J'avais un peu oublié que je me l'étais pété jusqu'à cette semaine. Je me suis dit, c'est vrai que ça m'avait fait mal il y a 2 ans. Je me suis pété la cheville, enfin le tibia, il y a 7 ans, je pense. Maintenant, j'y pense plus. Genre, je pense que j'ai pas eu des blessures faciles. Les vraies blessures que j'ai eues, j'ai pas eu de blessures faciles. J'ai eu le dos, où vraiment là, ça a été... Parce que j'avais 16 ans, en fait, c'était terrible. Où j'ai arrêté de skier pendant 1 an. Clairement, j'ai tout fait pour revenir. Et c'était dur parce que j'étais jeune et je suis arrivée à un moment où il n'y avait plus que moi qui y croyais que j'allais revenir. Donc du coup, tu te dis... tu vois, tes parents, c'était vraiment dur pour eux parce que tu vois, ta fille, elle n'est pas heureuse et surtout, j'étais alitée, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais le croisé, sur le coup, quand je me suis fait le croisé au jeu, j'ai même pas pleuré. Parce que je me suis dit, je reviens, je vais revenir. Je m'en fous, je reviens. Ça va aller. Directement, je me suis dit... j'ai appelé ma mère, je me suis excusée. Du coup, elle m'a dit non, tu t'excuses pas en fait. tu n'as pas le droit de t'excuser. Je dis non, mais je suis désolée, tu vas devoir encore t'occuper de moi, quoi. Parce que du coup, je m'étais éclaté le genou. Je me suis fait les ménisques, je me suis arraché l'ischio, le croisé, enfin bref, la totale.
Et donc, ça a été le plus dur parce qu'à ce moment-là, mon copain aussi s'était fait le croisé. Donc, du coup, c'est un peu dur de gérer tout le monde. Ouais, on est très intelligents, c'est tout le temps mal en même temps, c'était top. Mais ça a été dur parce que j'avais tellement envie de revenir que j'ai grillé les étapes. Et je me suis rajouté 3 mois de réathlé pour ça. Et là, le côté un peu... J'ai pas pleuré sur le coup, j'ai beaucoup pleuré après. Parce que pendant la réathlé, mais c'était l'enfer, quoi. Avant d'aller en séance, je pleurais dans ma voiture en me disant « Je pleure maintenant, comme ça je pleurerai plus après ». Et je suis pas quelqu'un qui pleure de base, vraiment. Et du coup, c'était compliqué. C'est là aussi où je me suis dit « J'ai besoin d'être aidée mentalement ». Okay. Parce qu'en fait, je sais plus gérer toutes ces émotions. Et mon envie, ma motivation, elle est en train de me ruiner. Donc, il faut que j'arrive à me calmer. Et en fait, je me suis rendu compte grâce à cette blessure, je pense qu'elle a été très dure, mais elle a été tellement... Enfin, ça a été tellement un apprentissage de vie pour moi que je suis contente de me l'être fait au final parce que je me suis rendu compte déjà de qu'il fallait que je me crée une personnalité hors du ski. Il fallait que je me rende compte que j'aimais le ski, mais que je ne dépendais pas de ça. Ce que tu avais au final quand tu étais plus jeune dans les années U16 et que j'étais retombée dedans, en fait, de me dire, en fait, si j'arrête le ski, il n'y a plus rien. En fait, faut pas avoir peur d'arrêter. Sinon, tu t'accroches et tu... Ouais. C'est comme ça que tu t'exprimes pas parce que tu es sur la défensive, tu as toujours peur de... Maintenant, je sais que j'aime le ski, mais j'aime vraiment la vie à côté. Et du coup, quand je retourne au ski, je suis trop contente. Je me dis, je connais ce que c'est à côté. Ouais. Donc, j'ai de la chance de faire ça. Et ouais, le croisé, ça a été dur. Je pense que... Et les préparateurs physiques, et j'ai été tellement bien entourée, les médecins... Enfin, moi, j'ai eu la chance aussi, quand je me suis fait mal, c'était le médecin fédé, mon médecin fédé qui était là au jeu, qui m'a direct dit, bon, c'est parti, 6 mois, là, ça. Le chirurgien, je connaissais parce que j'avais emmené mon mec se faire opérer il y a 3 mois pour le croiser. Donc, du coup, en fait, c'est parti comme sur des roulettes. Et voilà, donc, ouais, c'est sûr que les blessures, c'est un peu... On y passe tous. C'est sûr que je pense que j'ai pas été trop... Gâtée. Ouais, j'étais un peu gâtée sur certaines, mais en même temps, ça m'a appris. Et quand je vois certains copains, quand t'es dedans, tu dis « Ah, je suis la pire, c'est moi qui ai eu le pire ». En fait, tu vois les copains autour. Et je pense que récemment, surtout, on a vu tout ce qui s'est passé, les athlètes français, mais même à l'international. Tu dis « J'ai de la chance » et au final, c'est rien. Ouais. Il y a beaucoup... J'accompagne quelques jeunes en U16, etc., qui ont peur de se blesser. Ouais. Et souvent, ils n'osent pas faire certaines choses en compétition parce qu'ils ont peur de tomber, de se blesser, de ne pas pouvoir skier. Toi, qu'est-ce que tu as appris de toutes ces blessures? En quoi, si eux, ils se blessaient, ça pourrait être trop cool pour eux? Ça permet d'apprendre ton corps, d'apprendre à t'écouter. Tu sais, des fois, tu fais des trucs un peu mécaniquement, tu te dis « Oh, tiens, je fais un squat ». Tu sais même pas pourquoi tu fais le squat. Le jour où tu as fait un croisé, tu sais pourquoi tu fais le squat, parce que tu sens tous les muscles qui ont mal. Tu t'apprends sur toi-même. Moi, j'avais peur de me blesser, surtout pour mes parents et pour mon entourage. Je voulais pas être un poids pour les autres. Et c'est encore hyper compliqué. J'aime pas qu'on s'occupe de moi. Enfin, j'ai du mal à dire quand j'ai besoin de quelque chose parce que j'aime pas être un boulet. Et du coup, pour mes parents, on est 4 enfants. T'as la fille qui arrive à la maison et qui dit « Bon, alors voilà, moi, pendant 2 mois, je peux plus poser le pied. Donc, va falloir me faire à manger, va falloir me changer la glace la nuit, va falloir... » Enfin, c'est compliqué. Mais la blessure, on y passe tous. Enfin, moi, le jour où je me fais le croisé au jeu, le podium, il y a 6 croisés. Okay. Je suis retournée au Club France, tout le monde qui me disait « Oh, t'inquiète, moi, j'en ai fait 3, moi, j'en ai fait 2, moi, j'ai fait ça. » En fait, tous les skieurs, ils y passent au croisé. Enfin, pas tous. Oui. Je souhaite pas que tout le monde y passe, mais en tout cas, beaucoup y passent. C'est une promenade de santé. Et je pense qu'on a la chance en France, c'est qu'on a une super cellule de réathlé. Et on accompagne les skieurs blessés. Et je pense qu'un truc qui est important, c'est que le jour où on se blesse, on se dit que son monde se termine et qu'on n'a que ça. Il y a des choses tellement plus graves dans la vie que, oui, c'est sûr que c'est un temps d'arrêt, mais tu regardes les skieurs, tous les champions, il n'y a personne qui ne s'est pas arrêté pour une blessure. Et je pense que tu fais le tri de tout le monde, tu te rends compte que tout le monde trouve du positif dans une blessure. Donc, bien sûr. Donc voilà, c'est sûr qu'il y en a, ça leur a arrêté leur carrière, mais faut espérer que ce ne soit pas trop grave. Mais en tout cas, jusqu'à un certain niveau de gravité, une blessure, c'est un temps d'arrêt, c'est une opportunité pour toi de faire d'autres choses, peut-être de faire des études, de faire...
Voilà. Et c'est aussi comme ça que tu vois ce qui est important pour toi et tu rencontres aussi des personnes qui te soutiennent et qui t'apportent énormément. Moi, pendant ma blessure, j'étais prise par la police. Je savais même pas si je reskirais un jour, quoi. Oui. Mais et du coup, ben, tu rentres dans des cercles ou quoi. Tu prends le temps de faire des choses que tu fais pas en carrière en disant j'ai pas le temps ou c'est secondaire. Ouais. Du coup, bah, tu rencontres des personnes cool, tu crées des liens. Pour moi, il n'y a pas de victoire sans chute, sans défaite. Et j'ai jamais été aussi contente de moi après un résultat qu'après une blessure. Parce que tu dis, je viens de loin, regarde ce que j'ai vécu. Ouais. Pour moi, l'histoire, elle est belle. Et pareil, toi, à Val d'Isère, est-ce que tu aurais pris autant de plaisir si tu avais raté la course d'avant, tu vois? Ouais, ah bah non, mais je suis persuadée aussi d'ailleurs que j'aurais peut-être pas fait une course comme ça à Val si j'avais pas loupé ma course si j'avais pas ouvert cette baguette à Saint-Maurice, ou peut-être pas, j'en sais rien. Oui, mais en tout cas. Mais en tout cas, a posteriori, quand t'as fait les deux, tu dis bon, voilà, l'histoire elle est belle. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore évoqués, notamment il y a ton casque ici, où juste avant qu'on arrive en interview, je t'avais demandé de pourquoi pas prendre un petit élément de décor ou quelque chose qui te parle. Et toi, tu as voulu ramener ton casque. Ouais. Pourquoi? Il y a quoi de significatif pour toi sur ton casque? Bah, je pense que c'est tout ce qui... Enfin, j'ai mis un peu tout ce qui me définit, qui est important pour moi. Et du coup, depuis toujours, j'ai toujours eu un casque bleu. J'ai Marseille, j'ai ma station. Du coup, ça fait un peu l'histoire où bah, j'ai skié dans une station, mais je viens de Marseille. Et après, bah, j'ai mis des trucs qui sont importants parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y en a, ils skient pour eux, ils ont besoin de... Enfin, ils se disent, bon, moi, c'est ma carrière, j'ai besoin de personne, je dois ça à personne. Moi, je sais que j'arrive pas. À chaque fois que je suis au départ, je me dis, celle-là, elle est pour lui, celle-là, elle est pour elle, celle-là, elle est... C'est comme ça que je me motive. Et du coup, en fait, j'ai mis toute ma famille, un peu des dessins, des trucs comme ça. J'ai mis mon copain, j'ai mis mes neveux et mes nièces. J'en ai 6, j'en ai beaucoup. Et j'ai mis aussi, du coup, mes frères et sœurs. J'ai un truc pour ma maman, j'ai un truc pour mon papa. Et du coup, bah voilà, c'est ce qui me définit le plus, en fait. Mais tous les skieurs, un peu, quand tu veux regarder un peu la personnalité d'un skieur, tu regardes son casque. On dessine tous un truc important et bah, c'est cool. Moi, je trouve que c'est ce qui me définit le plus parce que les objets un peu importants pour moi, à part mes colliers que je change jamais. Et il n'y a pas de truc vraiment spécifique pour définir ma carrière ou ma personnalité. Du coup, le casque, je trouve ça bien. Ouais, carrément. Puis ça fait beau aussi. Enfin, tu vois, ça décore aussi la tenue et ça, c'est cool. Bah, du coup, c'est un peu compliqué parce que j'ai mon design, j'essaye de trouver un autre, mais c'est compliqué de changer. Et par contre, la petite histoire, c'est que Marseille, je l'ai sur le casque depuis toujours. Le seul jour où je l'ai enlevé, je me suis fait le croiser. Et du coup, j'étais persuadée que c'était... Enfin, c'est ma mère, surtout, qui m'a dit « T'étais pas protégée » parce que la bonne mère, elle protège les Marseillais. Et du coup, pour les Jeux, cette année, je m'étais refait faire la line que j'ai mis sur mon casque. Et au cas où on me dise « Bah non, t'as pas le droit, je connaissais pas les règles et tout ça », je m'étais collé un autocollant de la bonne mère dans le casque au cas où, pour être bien protégée. Je me suis dit, voilà, parce que vu qu'on n'a pas le droit de mettre nos sponsors, on n'a pas le droit de peindre nos casques pareil au jeu, je me disais, non, en fait, là, je peux pas. Donc du coup, j'avais remis toute ma famille et tout sur le casque. C'est passé, donc du coup, j'étais contente. C'est que j'ai pu emmener tout le monde au jeu. J'avais tout le monde sur le casque avec. Trop bien, magnifique. Donc voilà. Et du coup, puisqu'on arrive un peu à la fin de l'interview, j'aime bien aborder un peu des sujets peut-être plus philosophiques, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, ou des sujets qu'on aborde un petit peu moins. Et un des premiers sujets que j'aimerais aborder, c'est le fait d'être une femme dans le monde du sport. Parce que il y a un sujet réellement. Et déjà, dans le monde du ski, c'est un peu masculin. En tout cas, il y a beaucoup d'entraîneurs mecs et très peu d'entraîneurs femmes. Est-ce que déjà ça a été un problème pour toi ou pas forcément? Des fois, oui, des fois, non. Je pense que ça dépend sur qui tu tombes. On trouve toujours le moyen d'avoir un peu une écoute un peu plus féminine. Des fois, il n'y a pas besoin d'être une femme pour être, on va dire, sensible et écouter. Tu as des coachs, ils ont des filles. C'est quand même plus facile. Après, c'est sûr que des fois, on aimerait avoir des coachs femmes, mais je suis même pas sûre que ça se passerait bien. On est tellement dans un milieu qui est... C'est pas macho le mot, mais ouais, c'est quand même bien fermé, masculin. Nous, déjà, les filles en alpin, on a de la chance, c'est qu'on a les mêmes primes que les garçons. Je pense qu'on est dans un sport où quand même on a la chance de le faire. Après, c'est sûr que on essaye de trouver
une écoute féminine avec des kinés ou quoi. Après, moi, j'ai de la chance, c'est que dans mon groupe, j'ai vraiment des copines. Donc, en fait, on peut tous dire, beaucoup. On échange s'il y en a une qui a un problème ou quoi. Mais c'est sûr que moi, je tombe bien. Notre prep physique, on peut lui parler. On a un coach, on a certains coachs, on peut leur parler. T'en as d'autres, tu sais que si t'as un problème, tu vas pas les voir. Hein. Ouais, c'est pas... Tu vas pas leur dire, alors aujourd'hui, j'ai mes règles, je vais pas bien. Enfin, c'est compliqué, mais des fois... Quand t'as vraiment un souci, moi, je sais que je suis passée vraiment par une phase quand mon copain s'est fait mal où j'avais du mal à skier. Quand je leur ai exprimé ça, ils comprenaient pas, en fait. Parce que pour eux, c'était focus-toi sur toi, on s'en fout de lui. En fait, moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis désolée, voilà, mais je peux pas le faire. Et peut-être que s'il y avait une femme à ce moment-là, l'écoute aurait été différente. Et encore, j'en sais rien, en fait. Ça dépend, il y a des femmes qui sont hyper fermées, en fait. Mais c'est sûr qu'on est un sport qui est principalement masculin, mais on arrive à gérer ça au mieux. Après, peut-être, j'espère pour les générations futures qu'on trouvera des femmes qui coacheront, mais... Et toi, tu parlais du cycle menstruel. J'ai vu la dernière fois une vidéo d'une tenniswoman qui demandait de faire une pause entre les sets pour aller aux toilettes pour pouvoir changer sa serviette. Et l'arbitre lui a dit non, alors qu'elle était en plein match. Toi, est-ce que ça a des impacts? Parce que sur les skis, il n'y a pas toujours des restos. Enfin, peut-être que maintenant, à ton niveau, j'imagine qu'il y a toujours un resto, j'ai plus le mot, un centre hospitality. Oui, un team hospitality. Un team hospitality. Mais toi, quand tu es plus jeune, genre en U16 ou quoi, il n'y a pas forcément de resto ou accès à ça. Est-ce que ça a été un sujet, un souci, ou ça t'a pas forcément dérangé? Sujet un peu tabou, ouais. Tu te débrouillais un peu comme tu pouvais. Moi, j'avais la chance, encore une fois, j'avais mes parents, donc je trouvais un peu toujours un moyen de... Ma mère allait chercher un resto ou quoi. Après, tu trouves tes techniques, mais c'est sûr que au-delà du côté team hospitality et tout ça, des fois, tu as des journées, tu te lèves, ça va pas, quoi. Tu as tes règles, t'es pas bien. Je pense que c'est un peu compliqué. Des fois, tu vas en parler à certains coachs, ils vont dire « Oh, je veux pas savoir, je veux pas savoir ». Nous, c'est pas ça. Si vraiment tu as des douleurs menstruelles, ils vont te dire « Ok, tu gères ton entraînement ». Nous, faut pas se mentir, on en a parlé entre nous, les athlètes, et moi, c'est le premier truc que le chirurgien m'a demandé quand je me suis fait le genou. Il m'a dit « Est-ce que tu avais tes règles ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Ok », il a rempli un truc. Il était en train de faire une thèse sur le fait que les athlètes se faisaient le croisé plus pendant leurs règles. Donc, il y a un lien. Les femmes, pendant qu'on a nos règles, on est plus sensible, on est plus fatigué, sujette à la blessure, on est plus fatigué, on est plus sujet à faire des inflammations. Donc, le corps, il lâche. Et... Donc, moi, je sais que maintenant, je fais attention. Avec mon pré physique, on en parle ouvertement. Tu as des journées, tu te lèves, tu dis écoute, voilà, j'ai mes règles ce matin. Il va pas t'adapter la séance, mais en tout cas, peut-être que s'il y a un tour à faire en plus en squat, on dit 3 ou 4, ce jour-là, on va faire que 3, c'est sûr. On va pas se dire à la 4e. Même si tu l'as dans les jambes, non. Voilà, on se repose. Par contre, du coup, tu sais que les semaines où tu les as pas, il faut... bien sûr. Mais nous, on en parle même de pouvoir adapter par rapport à ton cycle, de dire les semaines où tu as tes règles, on prend des vacances, ou on fait un peu vraiment off, tu restes un peu chez toi ou quoi. Après, ça dépend des athlètes. Tu as des athlètes, elles ont même plus de cycle. Bien sûr. C'est toujours pareil. Mais en tout cas, on n'est pas trop mal lotis sur ça, c'est qu'on peut en discuter. Et là, on était à l'INSEP encore la semaine dernière, et on a parlé à une dame qui est pré physique et qui travaille sur ça, et on a pu poser nos questions, et c'est les pré physiques qui nous ont dit allez lui parler, posez-lui les questions. Donc c'est hyper intéressant. Et on a de la chance sur ça. Moi, je pense que c'est important déjà d'en parler dans mon podcast pour que ça éveille un peu ces sujets-là. Tiens, est-ce que je peux en parler à mon coach ou pas, etc. Je pense que même si c'est pas forcément utile, mais que si... pour moi, c'est utile. Et surtout, moi, les coachs qui disent... les vieux coachs qui disent « Ah non, mais ça, je veux pas en entendre parler ». Même les garçons, souvent, quand t'es en groupe, t'es jeune, il y a les garçons, tu dis « Ah, j'ai mes règles. Ah, dégueulasse ». En fait, non, faut éduquer, dire ta mère, elle a les règles, ta sœur, elle a ses règles. C'est normal. Donc, on peut en parler. La fille, elle va pas se changer devant toi. Mais en attendant, c'est une discussion qu'il faut avoir. Et je pense que je suis contente de ça. C'est que maintenant, les vieux, mais jeunes, les nouveaux coachs jeunes de mon âge, ils sont hyper ouverts sur ça. Et même, ils nous en parlent, ils nous posent des questions. Dire... Ok, toi, comment tu gérais ça ? Est-ce que je peux mettre en place des choses pour aider les athlètes ?
c'est des trucs tout cons, mais moi, j'ai un coach une fois qui m'a dit, bah moi, en fait, j'ai une trousse au cas où une athlète a un problème, j'ai de quoi. Et je me suis dit, putain, c'est trop bien, quoi. Le gars, qu'il ait pensé à ça, c'est top, quoi. Ouais, bien de sûr. dire, ouais, en fait, peut-être je l'utiliserai jamais, mais le jour où il y a une athlète, je vois qu'elle voilà, elle est pas bien, elle s'est tachée ou quoi, bah, voilà, je peux parer l'éventualité, je l'aide. Donc c'est cool. Ouais, c'est clair. Donc, j'espère que ça peut donner des idées soit aux athlètes ou soit à des ouais, entraîneurs même au qui coach. écoutent de dire comment je peux faire pour changer les choses. C'est ça. Merci de partager ça avec facilité et aisance. Je trouve ça trop cool. Bon, c'est normal. Et aussi, une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que, selon toi, la Camille qui a 10 ans dirait de toi en te voyant là où tu en es aujourd'hui? C'est le truc que je me dis tout le temps. Parce que des fois, je suis énervée de ma course, je suis énervée de ma saison, je suis énervée de quoi que ce soit. Je me dis, ok, je reviens en arrière. À 10 ans, on te dit à 10 ans, ok, à 27 ans, tu seras là, tu auras fait les JO, tu auras fait ça. Tu dis quoi? Tu seras super contente de toi, en fait. Okay. Et en même temps, des fois, où tu dis, je vais lâcher, je me rappelle aussi, la petite, je peux pas la lâcher pour ça. Donc, non, je pense que la gamine de 10 ans, elle rêvait de performer, elle rêvait de jouer avec les meilleurs, elle rêvait de faire des courses avec Lindsey Vonn. À 10 ans, je voulais vraiment faire des courses avec Lindsey Vonn. Donc, j'ai checké pas mal de trucs. Ça la rajeunit pas. Ouais, mais je m'étais dit qu'un jour, j'arriverais à être la skieuse la plus rapide du monde. Donc voilà, je pense que je me le dis souvent en me disant non, en fait, t'as encore un truc à checker. Il faut que t'arrives en bas et il faut que tu te sois fait battre par personne. Pour moi et pour elle, du coup, pour la petite. Ouais, carrément. Donc voilà. Incroyable. Et qu'est-ce que tu aimerais bien pouvoir entendre dans mon podcast? J'aime bien poser cette question parce que à la fois, moi, ça me crée aussi des idées de « Ah bah tiens, je pourrais aller interviewer telle personne ou telle personne. » Et aussi, toi, tu connais des personnes bien mieux que moi et tu dis « Ah, cette personne-là, elle a un parcours assez incroyable, ça peut être assez sympa d'entendre son histoire ou quoi que ce soit. » Est-ce que tu as des idées d'une ou deux personnes que tu aimerais pouvoir écouter en podcast? Franchement, je pense que des fois, dans l'encadrement, avoir des coachs, je pense des fois, on n'a pas les préparateurs physiques, on n'a pas trop le côté, tu sais, on pense les techniciens aussi. Parce qu'en fait, on parle toujours de l'athlète, du coach, mais on n'a pas un peu les gens qui travaillent derrière. Les prep mentaux aussi. Des fois, tu tombes sur des podcasts de prep mentaux, ils veulent juste vendre leur truc et ça m'énerve parce que c'est pas l'objectif. Mais d'avoir des retours d'expérience de gens qui travaillent avec des athlètes et qui vont dire voilà, moi et qui ouvrent aussi la porte en disant il y a plein de façons de faire. Oui, bien sûr. Mais avoir des vieux coachs et des jeunes coachs, en fait, d'ouvrir un panel sur tous les métiers du ski, je trouve que c'est important parce qu'en fait, on se rend pas compte de. Nous, on est sur un podium, on est les seuls à monter sur la boîte. Mais par contre, derrière nous, il y a 15 personnes qui travaillent. Et ça part du gars qui te soulève la barre, au gars qui te fait les skis, au gars qui va te prendre la veste, au départ, la kiné qui va te parler. Enfin, du coup, c'est hyper intéressant. Mais je pense que, je sais pas, ou alors des gens qui sont à la Fédé depuis des années. Genre, moi, je sais pas, un David Chastain, je pense qu'il a vécu tellement de trucs dans sa carrière. Il a vécu tout, quoi. Il est passé partout. Je trouve ça intéressant. Après, je sais que Greg Masson, c'est mon coach en géant. Il doit venir. À chaque fois, il fait que me dire mais moi, je vais au podcast, j'ai plein de choses à dire. Donc peut-être lui, il a des choses à dire. Tu peux y aller. T'es pas la première parce que Clara Direz m'a dit ça aussi. Ouais, oui. Et il y a quelqu'un d'autre derrière qui me l'a dit aussi. Par contre, j'espère que t'as 4 heures de podcast, quoi. Donc il va falloir que je le fasse. Merci pour ta réponse. C'est vrai que t'es pas la première personne en plus à me dire ah bah ça peut être intéressant d'entendre les techniciens, d'entendre les coachs ou les personnes qui sont dans l'ombre qu'on n'entend jamais. Et je trouve ça trop intéressant. Les techniciens, en fait, ils ont un truc, c'est qu'ils sont au départ avec nous. Les coachs, ils y sont pas. Ils nous voient pas au départ. Et je pense qu'on est... Personnellement, on est des toute autres personnes le jour de la course. Moi, je pense moins, mais t'as des filles, tu les reconnais pas. Elles sont méconnaissables. Et du coup, tu vois, t'en as, ils se transcendent, ils s'énervent, il y en a, ils sont hyper calmes. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Le technicien, il vit tout, quoi. Donc, il a le rapport avec les coachs, il a le rapport avec les athlètes. C'est rigolo. Le rapport avec les marques aussi. Ouais, c'est clair. L'évolution de matériel. Il y a un rapport différent avec ces disciplines, du coup, parce qu'il doit penser à quelle température de main. Ah ouais, mais ça doit être un peu stressant. Laisse tomber les journées qui se tapent, les techniciens. Moi, je pense que c'est le pire métier au monde. Hein. Mais ils passent leur journée à travailler, quoi. Et en même temps, si la course s'est mal passée, c'est les premiers sur qui on tombe. Enfin, pas les athlètes. Hein. Moi, je suis jamais tombée sur le technicien, mais en tout cas, c'est souvent ce qu'on remet en question. Ah, ça n'a pas glissé sur le plat. Oh, t'as fait quoi ? Non, alors,
lui, comme ça, il dit, moi, j'ai fait ce que je pouvais. Mais c'est sûr que c'est... Sur le résultat global, les coachs, ils vont prendre, mais des fois, le technicien, il en prend beaucoup. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est intéressant. Puis il doit prendre lui aussi personnellement oui, mais ils sont malades. sur le résultat. Moi, mon technicien, il est sensible et tout ça, mais je l'ai vu pleurer. Bon, il pleure à chaque fois qu'on fait un résultat. Moi, je bosse avec Laura, du coup. Donc maintenant, on a le même matos et tout ça, donc c'est trop cool. Lui, il pleure. Mais il pleure aussi quand on se loupe, quoi. Il arrive en bas, il dit, je sais pas ce que j'ai foutu. Des fois, on lui dit, non, c'est moi, j'ai croisé ski avant le plat, je fais de la merde, enfin, j'ai une position de recherche nulle. Mais lui, il se remet en question en premier. C'est le premier à dire, non, je fais n'importe quoi ou quoi. Et du coup, c'est trop bien parce que tu travailles ensemble et le jour où tu gagnes, après, du coup, c'est le premier que tu remercies aussi. Bien sûr. Aussi, je vois que toi, il y a les sponsors sur toi. Je vois Atomic, là, toi, il y a la station. Ça a quoi comme place pour toi, les sponsors? Je pense que vraiment, on se rend pas compte, mais nous, les marques et les sponsors, c'est ce qui nous font vivre, quoi. Moi, je ne ferais pas de ski sans ça. Et la marque de ski, moi, je pense que j'ai une chance incroyable avec la marque de ski que j'ai parce que c'est des gens qui sont hyper humains, qui sont tout le temps à te valoriser et qui croient en toi, tu le vois, moi, j'arrive en bas de ma cour, je suis pas contente. Eux, ils sont là, ils disent non, en fait, c'est vraiment des gens vraiment bien, des belles personnes. Et après, ma station, moi, je suis trop fière parce que depuis que j'ai 5 ans, je skie pour eux. Et après, nous, là, c'est sponsor fédé, mais moi, la police, clairement, financièrement, tu peux pas vivre sans eux. Mais au-delà de ça, c'est une équipe. Et je pense que moi, c'est quelque chose que j'avais besoin et qui est important pour moi, encore une fois, cohésion, équipe et tout ça. Nous, on est une équipe à la police et on se valorise entre nous. On fait plein de journées cohésion entre nous. Et aussi, ils m'ont apporté quelque chose qui est énorme. C'est qu'ils m'ont sorti du ski. Ils m'ont donné un métier. Et je suis allée en commissariat. J'ai appris le métier de policière. Et j'ai vu aussi ce qui se passe à l'extérieur. Parce que, tu sais, dans le ski, on est dans un microcosme. On est qu'entre skieurs. On a l'impression que, voilà, un mauvais fart, c'est terrible. Mais en fait, tu te rends compte que la vie, elle est tellement difficile ailleurs que, en fait, c'est trop bien. Au-delà du financier, en fait, les partenaires, c'est aussi ça. C'est un moyen pour nous de nous évader, de rencontrer des belles personnes et des gens qui aiment le sport. Parce que c'est compliqué en tant que sportif en France. Les Français, ils n'aiment pas le sport. Et les gens, à part le foot, des gens qui aiment le ski... c'est pas beaucoup. Moi, je me suis baladée avec Pinturo, Tessa dans la rue. On les reconnaît pas. Alors que, autant on a 2 qui les reconnaissent. C'est un truc de fou. Moi, je me souviens, Tessa, à un moment, il y a une pub de Tessa qui est rentrée à Marseille. Il y avait un panneau énorme avec Tessa qui skiait. Je dis, oh, trop bien, Tessa. Personne ne reconnaissait qui c'était. C'est une skieuse. Attendez, on a 2 clubs, elle est incroyable. Donc, c'est fou. Pour moi, les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Pour le ski, c'est un sport qui coûte cher. La fédération, nous, elle nous prend en charge des choses, mais nous, on doit payer pour être à la fédération. Donc, c'est sûr que sans les partenaires, on n'est rien. Donc, c'est un peu... faut trouver du temps pour eux. Et c'est compliqué, c'est qu'on a un sport aussi qui est tellement... mais en termes de temps, exigeant en termes de temps, on est tout le temps. Enfin, on n'est jamais là. Nous... moi, je parle avec des copains, ils disent, ah, vous êtes là tout l'été? Tu dis oui, oui. En fait, tu te rends compte que tu es là 3 jours, tu repars 4 jours, tu vas là, là. Donc, c'est compliqué de créer des bonnes relations, les gens, de leur expliquer. Mais en fait, quand tu trouves les bons partenaires qui te suivent, tu les lâches plus et c'est cool. C'est vraiment important. Et je pense que moi, ce qui, pour moi, est important, c'est pour les entreprises ou quoi qui écoutent, c'est que c'est pas moi qu'il faut aider. S'ils veulent m'aider, c'est avec plaisir. Hein. Mais c'est pour les jeunes. Moi, je vois, si mes parents ils m'avaient pas aidé financièrement, jusqu'à ce que je rentre en équipe de France, c'était impossible de faire du ski. Donc, le matériel, c'est cher. Les stages, c'est hyper cher. Donc, tu as des clubs qui vont t'aider et tout ça. Mais certains clubs, ils peuvent pas. Donc, si tu veux financer et aider ton enfant, des fois, les parents, ils peuvent pas. Donc... tu trouves des solutions. Moi, mon père, il a créé une association. Donc maintenant, on est plein de sportifs dedans et c'est trop bien. Et on essaye d'aider le plus d'athlètes, pas que de haut niveau, des jeunes, des trucs comme ça.
Mais c'est sûr que si des entreprises, le mécénat, c'est pas si compliqué que ça à comprendre et à aider des athlètes. Et un don de 1 000 € des fois, ça peut changer une saison pour un athlète. Donc, ouais, voilà, c'est peut-être s'il faut prôner quelque chose, c'est aider les jeunes et aider les skieurs, même pas que les skieurs, parce qu'il y a plein de sports. Hein. Nous, sur l'assaut, on est plein de sports différents. Il y a plein d'associations pour aider, il y a plein de sportifs qui ont besoin d'aide. Et en fait, le jour où on performe, vous inquiétez pas, les sportifs, ils sont reconnaissants et ils se rappelleront que vous les avez aidés. Donc, c'est clair. Donc c'est cool. Peut-être tu parles des jeunes, mais il y a même des athlètes en Coupe du Monde actuellement qui galèrent à trouver des financements pour financer leur saison, etc., hors cadre, fédé, etc. Donc c'est important ce que tu dis. Oui, c'est sûr. Mais surtout que en fait, tu peux déjà pas arriver en Coupe du Monde si tu t'es pas financé avant. Et après, tu dis, le jour où j'arriverai en Coupe du Monde, je gagnerai ma vie. Et c'est pas gagné. Voilà, quand tu arrives dans le top 15 mondial, tu commences à avoir les primes de course et encore, ça va vite, hein, quand tu as un appart, un crédit et tu dois payer tes déplacements. Moi, en ayant mes parents à Marseille, c'est des allers-retours. Donc, tu trouves un garage qui va te donner une voiture. Mais en fait, tu trouves, mais il faut tomber sur les belles personnes qui t'aident. Et pour les trouver, ces personnes-là... Parce que c'est facile toujours de casser les sportifs, de dire oui, mais ils ne performent pas ou quoi. Venez voir ce qu'on vit, venez voir ce qu'on fait. Je ne dis pas qu'on est trop fort, trop beau, trop intelligent. Mais en tout cas, le ski, c'est dur, c'est exigeant. Et quand un gamin il dit j'ai besoin d'aide, ou un sportif dit j'ai besoin d'aide, c'est pas pour s'en mettre plein les poches, c'est qu'il a besoin d'aide vraiment. Et qu'il essaye de... moi, l'argent que je prends des sponsors, je m'en sers pour performer. C'est pas pour me dire je vais me la couler douce le jour où j'arrête, je vais me faire une belle vie. Non, pas du tout, quoi. Trop bien. Donc c'est cool. Merci. Et si tu as un dernier mot, comment est-ce que tu veux conclure ce podcast ? Faut trouver le moyen, chacun, d'avoir un impact positif sur ce qu'on fait. Et donc, que ce soit dans sa vie ou dans sa performance. Donc voilà, faut aimer ce qu'on fait, faut valoriser ce qu'on fait en général. Et je pense que le plus important, c'est toujours garder la passion de ce qu'on fait, que ce soit au boulot, sur les skis ou quoi. Quand on aime ce qu'on fait et qu'on est passionné, je pense que tout est possible. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt dans Au-delà des médailles.